Je m'appelle Rosella Crowder. J'ai 18 ans. Et ceci est pour chaque fille à qui l'on a dit qu'elle était pratique, pendant que son frère était désigné comme l'avenir. Il y a 6 mois, ma mère a brûlé mes dossiers de candidature à l'université dans l'évier de la cuisine, tandis que mon père riait de mon score au SAT. 1470. Puis il m'a regardé et a dit « Garde l'argent pour ton frère. Trevor va en D1. » Il pensait que cela mettait fin à mon avenir. Ce ne fut pas le cas. Cela a juste prouvé qu'ils n'avaient aucune idée de la personne à qui ils avaient affaire, car à ce moment-là, j'avais déjà soumis toutes mes candidatures en ligne. Ils ne savaient pas où j'avais passé mon été, et ils ne savaient pas ce que ma grand-mère avait scellé dans la dernière lettre qu'elle avait laissée avant de mourir. Au jour de Thanksgiving, il y avait 22 personnes autour de notre table. Trevor portait son maillot de football comme s'il était déjà célèbre. Ma mère versait du vin. Mon père découpait la dinde. Et chaque personne dans cette maison agissait comme si elle savait déjà quel enfant comptait le plus. Puis le téléphone a sonné. Ma mère a répondu et j'ai vu la couleur quitter son visage. « Vous voulez dire mon fils ?» Ce fut le moment où le mensonge sur lequel ma famille vivait a finalement commencé à se fissurer. Si vous vous êtes déjà senti rabaissé dans votre propre maison, restez avec moi. Mais avant de vous raconter ce qui s'est passé ensuite, vous devez comprendre comment nous en sommes arrivés là. Laissez-moi vous ramener à la nuit où tout a commencé. Le 15 mai 2025, à 19h30, j'étais assise à mon bureau à l'étage lorsque l'email de mon score au SAT est arrivé. Je rafraîchissais ma boîte de réception toutes les 10 minutes depuis 3 jours. Mes mains tremblaient lorsque je l'ai ouvert. 690 en mathématiques, 780 en expression verbale. J'ai fixé ces chiffres pendant 1 minute entière. Mon cœur battait si fort que je pouvais le sentir dans ma gorge. Ce n'était pas parfait. Je connaissais des jeunes qui avaient obtenu des scores de 1500 ou même 1600. Mais c'était bien. C'était vraiment bien. Assez bien pour les écoles que j'avais étudiées depuis ma première année de lycée. Le MIT, Caltech, Stanford, Princeton. J'ai imprimé le relevé de notes. Le papier était encore chaud quand je suis descendue, et je me souviens comment les bords se courbaient légèrement, comment l'encre sentait la possibilité. Papa était dans le salon, regardant les meilleurs moments du football. Trevor était assis à côté de lui sur le canapé, manette en main, à moitié attentif à la télévision et à moitié en train de jouer à un jeu sur son téléphone. Je me tenais dans l'embrasure de la porte, tenant mon impression, et je me souviens encore du motif exact de la lumière de la télévision qui vacillait sur leur visage. J'ai eu mon score au SAT, ai-je dit. Papa a jeté un coup d'œil par-dessus son épaule. À quel point est-ce mauvais? La question ne m'a pas surprise. Elle aurait peut-être dû, mais ce ne fut pas le cas. C'est ce qui arrive quand on est une fille dans une maison qui ne voit que des fils. 1470, ai-je dit. Il s'est retourné vers la télévision, a ri. Pas un rire cruel. Du moins, je ne pense pas qu'il ait voulu qu'il le soit. Juste dédaigneux. Comme si je lui avais dit que j'avais eu un B à un contrôle sans importance. C'est mignon, Rosie. Vraiment mignon. Trevor a levé les yeux de son téléphone pendant une demi-seconde, puis les a baissés. J'ai croisé son regard un instant. Quelque chose a vacillé là, de la culpabilité ou de l'embarras, mais il n'a rien dit. Papa a continué à parler. Trevor a eu 1080 et il va en D1. Tu crois que les universités se soucient encore des examens? Elles veulent des athlètes, des leaders, des jeunes qui peuvent faire quelque chose, pas juste remplir des bulles. Le papier dans ma main est soudainement devenu lourd, comme si toutes ces heures passées à étudier, les week-ends, les nuits tardives, les examens blancs venaient d'être effacés. Je suis restée là un long moment. Je pensais que je pourrais postuler. Postuler où? Il ne m'a pas regardé. Nous en avons déjà parlé. L'université coûte cher. Nous mettons tout dans l'avenir de Trevor. Il a une vraie chance. Mais les bourses... Rosella. La voix de maman est venue de l'embrasure de la porte de la cuisine. Je ne l'avais pas entendue s'approcher derrière moi.
Ses bras étaient croisés. Son visage affichait cette expression que je connaissais trop bien, celle qui signifiait que la conversation était déjà terminée. Nous avons déjà décidé. L'argent que nous avons économisé est pour ton frère. Il a besoin de stages, de vidéos de recrutement, de visites. Tu es assez intelligente pour te débrouiller dans la vie sans dépenser 100 000 $ que nous n'avons pas. L'aide financière basée sur les besoins pourrait... Non. La voix de papa était monocorde, définitive. Nous ne remplirons pas ces formulaires. Nous ne perdrons pas notre temps sur des candidatures pour des écoles où tu n'entreras de toute façon pas. Trevor est celui qui a un avenir ici. Tu es pratique. Tu t'en sortiras très bien. Les filles pratiques restent près de la maison. Cette expression, les filles pratiques, je l'avais entendue toute ma vie. Les filles pratiques ne rêvent pas trop grand. Les filles pratiques ne demandent pas trop. Les filles pratiques font de la place pour leurs frères. C'était tout. La conversation était terminée. Papa a augmenté le volume de la télévision. Maman est retournée à la cuisine. Trevor n'avait toujours pas levé les yeux de son téléphone. Je suis remontée à l'étage, j'ai rangé le relevé de notes dans le tiroir de mon bureau et je l'ai fermé, doucement. Mes mains tremblaient, mais plus d'excitation. De quelque chose d'autre. De quelque chose de plus froid. Et puis j'ai ouvert mon ordinateur portable. Je travaillais sur mes candidatures universitaires depuis 2 mois. 8 écoles. La Common App était déjà remplie. Les essais complémentaires étaient terminés. J'avais écrit sur le télescope que j'avais construit en secondes à partir d'un kit acheté avec l'argent de mon babysitting. Sur l'été, où j'avais appris seul le Python et construit un programme pour suivre les modèles météorologiques locaux. Sur la façon dont j'avais toujours levé les yeux au ciel, en me demandant ce qu'il faudrait pour construire quelque chose qui pourrait y aller. 2 jours plus tôt, le 13 mai, à 21h47, j'avais soumis chacune de mes candidatures, en ligne, numérique, déjà envoyées. J'avais ouvert ma boîte mail et fait défiler les confirmations. Votre candidature au MIT a bien été reçue. Numéro de dossier 2025-E-A-9384. Merci d'avoir postulé à Caltech. Numéro de dossier 2025-A-A-17839. L'Université de Stanford confirme la réception de votre candidature. Il pouvait brûler chaque feuille de papier de cette maison. Cela n'aurait aucune importance. J'avais fermé mon ordinateur portable et m'étais allongée sur mon lit, fixant le plafond. Il y avait un poster de la galaxie d'Andromède au-dessus de ma tête de lit. Je l'avais accroché en 4e. Grand-mère Hélène Lanard me l'avait acheté dans la boutique de souvenirs d'un musée. Elle était la seule à m'avoir jamais demandé ce que je voulais faire quand je serais grande. La seule qui écoutait quand je disais « ingénieur en aérospatial », sans rire ni changer de sujet pour parler des statistiques de football de Trevor. J'avais beaucoup pensé à elle cette nuit-là. Elle était décédée 2 mois plus tôt, en mars, juste après mon 17e anniversaire. Crise cardiaque soudaine. Grand-père Dale l'avait trouvée dans le jardin, agenouillée à côté des plants de tomates qu'elle m'apprenait à cultiver depuis mes 7 ans. Aux funérailles, il m'avait prise à part et m'avait glissé quelque chose dans la main, une enveloppe scellée, mon nom écrit dessus de l'écriture précise de grand-mère. « Ta grand-mère voulait que tu aies ceci », avait-il dit. Mais pas encore. Elle m'avait dit que je saurais quand le moment serait venu. J'avais essayé de demander ce que c'était, mais il avait juste secoué la tête et s'était éloigné, remettant l'enveloppe dans la poche de sa veste. Je ne savais pas alors que l'enveloppe changerait tout. Mais c'est ça, la vérité. Elle n'a pas besoin que tu saches qu'elle arrive. Elle attend juste. La nuit suivante, ma mère était entrée dans ma chambre pendant que je lisais. Elle n'avait pas frappé. Elle était juste entrée et avait vu la pile d'enveloppes sur mon bureau. 8 d'entre elles préadressées à 8 bureaux d'admission différents. Je les avais imprimées des semaines auparavant, avant de savoir que je soumettrais en ligne. C'est un des plans de secours, juste au cas où. Des vestiges d'une version de cette histoire où je croyais encore que mes parents pourraient changer d'avis.
Elle en avait ramassé une, l'avait retournée, avait regardé l'adresse de l'expéditeur. Qu'est-ce que c'est? Des candidatures universitaires. Je croyais que nous t'avions dit. J'ai travaillé dur dessus. Je voulais juste... Elle ne m'avait pas laissé finir. Elle avait appelé mon père assez fort pour que j'entende les pas de Trevor s'arrêter dans le couloir, devant ma chambre. Il écoutait. Mon père était monté, avait jeté un coup d'œil aux enveloppes et avait dit « Apporte-les en bas. » Pourquoi maintenant, Rosella? Je les avais suivis jusqu'à la cuisine. J'avais l'estomac noué. Je savais ce qui allait arriver. Je le sentais. Trevor était à table, mangeant des restes de pizza. Il avait levé les yeux quand nous étions entrés. Nos regards s'étaient décroisés une seconde. Il savait, lui aussi. Ma mère avait étalé les 8 enveloppes sur le comptoir comme des preuves d'un crime. MIT, Caltech, Stanford, Princeton, Cornell, Carnegie Mellon, Georgia Tech, University of Michigan. « Tu as perdu ton temps avec ça », avait-elle dit. La lumière fluorescente de la cuisine était trop vive. Elle rendait tout cru, clinique. Je pouvais voir chaque ride sur son visage, chaque once de déception. Ce n'est pas du gaspillage. Nous t'avons dit que Trevor a besoin de cet argent. Tu es assez intelligente pour te débrouiller dans la vie sans université. Tu n'as pas besoin d'un diplôme coûteux pour comprendre la vie. Mon père avait ramassé l'enveloppe de Caltech, avait lu l'adresse. Son visage s'était durci. Ces endroits coûtent 70 000 $ par an. Tu crois que nous sommes faits d'argent? Une aide financière? Nous ne le ferons pas. Il avait laissé tomber l'enveloppe sur le comptoir. C'est définitif, Rosella. Tu vas devoir accepter que tout le monde ne va pas à l'université. Certaines personnes sont faites pour ça, d'autres non. Tu es pratique. C'est une bonne chose. Les filles pratiques restent près de la maison, trouvent du travail, aident leur famille. Il n'y a pas de honte à cela. Ma mère avait rassemblé les enveloppes en une pile. Ses mains étaient fermes, sûres. Elle s'était dirigée vers l'évier, avait légèrement ouvert le robinet, juste assez pour humidifier le fond de la cuve en acier. Puis elle avait laissé tomber les enveloppes dedans et avait sorti un briquet. Maman. Elle avait allumé le coin de l'enveloppe du MIT. Le feu avait pris rapidement. La flamme orange s'était propagée aux autres. J'avais regardé le papier s'enrouler et noircir. Les adresses s'étaient effacées. L'encre avait coulé comme des larmes sur le papier blanc avant que tout ne se transforme en cendres. L'odeur m'avait frappée, cette odeur chimique âcre de papier brûlé. Elle s'était imprégnée dans mes cheveux, dans mes vêtements. Je peux encore la sentir parfois. Même maintenant, des mois plus tard. « C'est pour ton bien », avait dit ma mère, regardant les flammes. « Tu nous remercieras plus tard. » Mon père se tenait à côté d'elle, les bras croisés. La vidéo de recrutement de Trevor nous a coûté 6 800 $. Nous investissons dans les gagnants, pas dans les fantasmes. J'avais regardé Trevor. Il fixait son assiette, la mâchoire serrée, ne voulant pas croiser mon regard. Je voulais qu'il dise quelque chose, n'importe quoi. Mais il ne l'a pas fait. Les enveloppes se sont consumées en cendres, grises et noires, et leurs bords se sont recroquevillés. Le détecteur de fumée ne s'est pas déclenché. La hotte aspirante au-dessus de la cuisinière en a évacué la majeure partie. Ma mère a fait couler de l'eau sur les cendres jusqu'à ce qu'elles se dissolvent en une boue grise et s'écoulent dans le siphon. L'évier a émis un gargouillement sourd. « Nous ne sommes pas cruels », a dit ma mère, en s'essuyant les mains avec un torchon. « Nous sommes réalistes. Les filles comme toi, intelligentes, pratiques. Tu n'as pas besoin d'un diplôme fantaisiste. Tu peux travailler, économiser de l'argent, aider la famille. C'est précieux aussi. Des filles comme moi. Des filles qui n'ont pas le droit de rêver. » Mon père a appelé Trevor. « Viens, champion. Regardons encore ta vidéo de recrutement. » Trevor s'est levé, m'a regardé une seconde, a ouvert la bouche comme pour dire quelque chose. Puis, il a suivi mon père dans le salon. Je suis restée seule dans la cuisine. L'évier sentait encore le papier brûlé. Mes mains aussi. J'ai ouvert le robinet et je les ai lavées 3 fois.
mais l'odeur ne partait pas. Je suis remontée, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai vérifié mes courriels une dernière fois. Votre candidature à Caltech a bien été reçue. ID de candidature 2025-E17839. Soumise le 13 mai 2025 à 21h47. L'horodatage me fixait. 2 jours avant qu'il ne brûle les copies de sauvegarde. 2 jours avant qu'il ne pense m'avoir arrêté. Il pouvait brûler du papier. Il ne pouvait pas brûler ce que j'avais déjà construit. Cette nuit-là, allongée dans mon lit, j'ai reçu un autre courriel. Mon téléphone a vibré sur ma table de chevet. J'ai failli ne pas le consulter. J'étais épuisée, vidée émotionnellement, mais quelque chose m'a poussée à le prendre. Objet. NASA Marshall Space Flight Center. Décision de stage. Mon cœur s'est arrêté. J'avais postulé sur un coup de tête en mars, la même semaine où grand-mère Hélène Lanard était décédée. J'étais assise au salon funéraire pendant les heures de visite, regardant des parents que je connaissais à peine raconter des histoires à son sujet. Et j'avais sorti mon téléphone pour remplir la candidature de la NASA, là, sur place. Je n'avais rien dit à personne. La candidature demandait un relevé de notes, un essai sur mon intérêt pour l'aérospatiale et 2 lettres de recommandation d'enseignants. Je l'avais soumise à minuit et je m'étais dit que je n'aurais jamais de nouvelles. Je l'ai ouverte, l'ai lue une fois, puis encore, puis une 3e fois pour m'assurer que c'était réel. Félicitations! Vous avez été sélectionné pour notre programme de stage d'été au NASA Marshall Space Flight Center, laboratoire d'essai des systèmes de propulsion. Poste rémunéré, 18 $ de l'heure, 40 heures par semaine. Date du programme, du 2 juin au 15 août. Veuillez confirmer votre acceptation avant le 22 mai. Je me suis redressée dans mon lit. Je l'ai relu. Le NASA Marshall était à Huntsville. Je vivais à Huntsville. L'installation était à 22 minutes de chez moi. Je pouvais faire cela sans que personne ne le sache. J'ai cliqué sur « Répondre », taper un mot « Oui ». Je l'ai envoyé à 23h43. Puis, j'ai fermé mon ordinateur portable et je suis allée me coucher. Mais je n'ai pas dormi. J'ai fixé le plafond, le poster d'Andromède, et j'ai pensé « C'est ça. C'est ainsi que je construirai quelque chose qu'ils ne pourront pas brûler. » Le 2 juin, à 6h30 du matin. Le ciel était de ce gris pâle d'avant le lever du soleil. J'ai emprunté la voiture de Madame Patterson, notre voisine de 78 ans qui ne conduisait plus. Je tondais sa pelouse depuis que j'avais 14 ans. Quand je lui ai demandé si je pouvais utiliser sa vieille Honda Civic pour l'été, elle m'a tendu les clés et a dit « Ne la casse pas, ma chérie, et mange quelque chose avant de partir. Tu as l'air trop maigre. » J'ai conduit jusqu'au NASA Marshall. Les routes étaient vides. J'avais une barre de céréales dans une main et mon téléphone dans l'autre. Le GPS me guidait à travers des rues que je n'avais jamais empruntées. Quand je me suis arrêtée devant le portail de sécurité, mes mains tremblaient. J'ai montré ma carte d'identité. Le garde a vérifié une liste, a hoché la tête et m'a fait signe de passer. Je me suis garée sur le parking visiteur. J'ai marché jusqu'au bâtiment 4500. J'ai récupéré mon badge à l'accueil, MS 225 INT 138. Ils ont pris ma photo. J'y avais l'air terrifiée, mais je m'en fichais. Ils m'ont donné une blouse de laboratoire, un casque de sécurité, un dossier avec des documents d'orientation, puis ils m'ont dit de me présenter au docteur James Whitmore. Il m'attendait dans son bureau. 52 ans, 25 ans à la NASA. Cheveux grisonnants, lunettes à monture métallique, tasse de café sur laquelle était écrit « L'échec n'est pas une option, mais c'est une donnée. » Il avait la réputation d'être brillant et de ne pas supporter les imbéciles. Il a regardé mon badge, puis moi. « Vous êtes la plus jeune stagiaire que nous ayons eue en 5 ans, » a-t-il dit. « Ne gâchez pas cette opportunité. » Ce premier jour, il m'a fait visiter les bancs d'essai de propulsion, des structures massives en béton où il faisait fonctionner des moteurs de fusée et mesurait la poussée, la température, le carburant, l'efficacité. Les bancs d'essai étaient immenses, hauts de plusieurs étages,
recouverts de capteurs, de boucliers anti-explosion et de marques de brûlure des essais précédents. Quand ils ont mis un moteur en marche lors d'un essai cet après-midi-là, le sol a tremblé. Le son était comme un tonnerre compressé en un seul rugissement. Je l'ai senti dans ma poitrine, dans mes os. C'était la chose la plus forte que j'ai jamais entendue. Je me tenais là, mon casque de sécurité sur la tête, mes lunettes de protection légèrement embuées, et j'ai pensé « c'est ici, c'est ma place ». Le docteur Whitmore a dû crier par-dessus le bruit. La plupart des gens parlent d'aller dans l'espace. Nous construisons ce qui les y mène. Je travaillais 40 heures par semaine, du lundi au vendredi, de 7 heures du matin à 16 heures. Analyse de données de test, modélisation computationnelle. J'assistais à des revues de conception où des ingénieurs 2 fois plus âgés que moi débattaient des angles de tuyère et de la pression de la chambre de combustion. J'ai appris des logiciels de CAO, aidé à exécuter des simulations sur l'efficacité de la propulsion. Chaque soir, je rentrais chez moi vers 18 heures, garais la voiture de Madame Patterson dans son allée. J'entrais dans ma maison qui sentait légèrement l'huile de machine et les produits chimiques de laboratoire. Personne ne me demandait jamais où j'avais été. La première semaine, mon père m'avait dit « Où étais-tu » J'avais répondu « À la bibliothèque ». Il avait dit « Bien, ne t'attire pas d'ennui ». C'était tout. Il était retourné regarder la télévision. Trevor était parti pour son camp d'entraînement de quarterback en Floride le lendemain de la fin des cours. 2 semaines, 4 200 $. Le Elite QB Academy, comme il l'appelait. Quand il était revenu fin juin, la famille lui avait organisé un dîner de bienvenue. Ma mère avait préparé ses plats préférés. Lasagne, pain à l'ail, salade César. Mon père lui avait posé une centaine de questions sur les exercices, le jeu de jambes et ce que les entraîneurs disaient de son potentiel. Je m'étais assise à table et j'avais mangé en silence, écoutant Trevor décrire le camp. À l'entendre, on aurait dit qu'il était déjà recruté par Alabama et Clemson. Mais je pouvais le voir dans ses yeux. La façon dont il ne rencontrait pas tout à fait ceux de mon père quand il répondait, la façon dont sa voix montait un peu quand il disait « Les entraîneurs étaient vraiment impressionnés ». Il mentait, ou du moins il exagérait tellement que c'en était presque un mensonge. Personne n'avait posé de questions sur mon été, pas une seule fois. À la 4e semaine à la NASA, le docteur Whitmore m'avait confié mon propre projet, l'amélioration de l'efficacité des micropropulseurs. Il m'avait tendu un dossier de documents de recherche, certains vieux de plusieurs décennies, d'autres publiés l'année précédente, et avait dit « Voyez ce que vous pouvez faire avec ça ». J'avais passé 3 semaines à exécuter des simulations, à ajuster des variables, à tester des configurations. J'avais exécuté 47 simulations différentes, ajustant l'angle de la tuyère de 0,3 degrés à chaque fois, testant les rapports de mélange de carburant, modifiant les algorithmes de contrôle de la poussée vectorielle. À la 8e semaine, j'avais des résultats. Une amélioration de l'efficacité de 12% par rapport à la conception standard actuelle. Ce n'était pas révolutionnaire. Cela n'allait pas changer le vol spatial du jour au lendemain, mais c'était réel. C'était publiable. Le docteur Whitmore avait examiné mes découvertes et avait hoché la tête lentement. C'est du bon travail, Rosella. C'est un travail publiable. La plupart des étudiants en master ne produisent pas de tels résultats. Je ne lui avais pas dit que j'avais 17 ans. Je ne lui avais pas dit que mes parents avaient brûlé mes dossiers de candidature à l'université. Je ne lui avais rien dit, sauf ce que les données révélaient. Le 10 août, j'avais consulté mon portail de candidature à Caltech pendant ma pause déjeuner. J'étais assise dans la cafétéria de la NASA, mangeant un sandwich que j'avais préparé ce matin-là, quand la notification était apparue. Votre candidature est en cours d'examen final. Les résultats de la décision anticipée seront disponibles le 15 décembre. J'en avais fait une capture d'écran, l'avais enregistrée dans un dossier caché sur mon téléphone, étiqueté « Recette » pour que personne ne la trouve accidentellement. Le 15 août était mon dernier jour à la NASA. Le docteur Whitmore m'avait appelé dans son bureau avant mon départ. Nous avons ce qu'on appelle le programme Pathways,
avait-il dit. C'est pour les étudiants que nous voulons garder pour des stages à long terme pendant l'année scolaire. Des voies potentielles vers des postes à temps plein après l'obtention du diplôme. Êtes-vous intéressé? Oui, avais-je dit immédiatement. Je vais soumettre votre nom. Vous devriez avoir des nouvelles d'ici novembre. Il m'avait serré la main. Il m'avait dit que j'avais fait un travail exceptionnel. Il m'avait dit de ne laisser personne me convaincre que je n'étais pas capable de tout ce que je me mettais en tête. J'avais voulu lui dire que quelqu'un avait déjà essayé, qu'ils avaient brûlé mon avenir dans un évier de cuisine et en avaient ri. Mais je l'avais juste remercié et j'étais partie. Ce soir-là, au dîner, mon père avait dit « Trevor commence en équipe universitaire la semaine prochaine. Une grande année nous attend. Cette année pourrait être celle où les recruteurs commenceront vraiment à faire attention. » Ma mère avait dit « Rosella, tu devrais trouver un emploi. Quelque chose pour aider avec les factures, dans le commerce de détail peut-être, ou comme serveuse. » Je l'avais regardée, poser ma fourchette. J'ai travaillé par ici. Quoi? Elle n'avait pas demandé ce que je voulais dire. Elle n'avait pas demandé de détails. Elle n'avait pas demandé si j'allais bien ou ce que j'avais fait tout l'été. Elle avait juste hoché la tête et était retournée parler de l'emploi du temps d'entraînement de Trevor. J'avais vérifié mon compte bancaire ce soir-là. 7 200 $. 40 heures par semaine pendant 10 semaines à 18 $ de l'heure, moins les impôts. J'avais gagné plus cet été qu'il n'avait dépensé pour le camp de Trevor. Personne ne le savait. Et d'une certaine manière, cela rendait les choses encore meilleures. Septembre était arrivé. L'école avait recommencé. En dernière année, Trevor avait intégré l'équipe universitaire. Pas en tant que titulaire. Brady Wilson était le quarterback senior et il était bon, vraiment bon. Le genre de joueur qui pourrait être recruté par des universités de deuxième division de niveau intermédiaire. Mais Trevor était sur la liste. Techniquement, troisième remplaçant, mais mon père ne mentionnait pas ce détail quand il en parlait aux gens. Le vendredi soir, 5 septembre. Premier match de la saison. Toute la famille y était allée. Huntsville High contre Graham. Le stade était bondé. Le football de petite ville en Alabama, où les vendredis soirs sont une religion. Nous nous étions assis dans les gradins, à mi-hauteur. Ma mère avait apporté une couverture même s'il faisait encore 27 degrés Celsius. Mon père portait un sweat à capuche de Huntsville et une casquette de baseball. Trevor se tenait sur le bord du terrain dans son maillot. Le numéro 12. Je l'observais depuis les gradins. Il avait l'air nerveux. Il n'arrêtait pas d'ajuster son casque. Il regardait constamment l'entraîneur. Le match était une déroute. Huntsville menait 35-7 au 4e quart-temps. Brady Wilson avait lancé 4 passes de touchdown. Il était bon, vraiment bon. Le genre de bon joueur qui faisait passer le potentiel de division 1 de Trevor pour un fantasme. L'entraîneur avait retiré Brady avec 6 minutes restantes et avait fait entrer Trevor. C'était le temps de jeu sans enjeu. Le match était déjà terminé. Le score n'avait plus d'importance. Trevor avait effectué 2 remises de ballon. Les 2 fois, il avait simplement remis le ballon au running back. Aucune prise de décision n'était requise. Puis il avait lancé une passe incomplète. Il l'avait lancée 5 yards trop court. Le receveur avait dû s'arrêter et revenir en arrière pour l'attraper. Et elle avait quand même touché le sol. Le temps était écoulé. Fin du match. Sur le parking, après le match, mon père était au téléphone avec quelqu'un. Je ne savais pas qui. Oui, Trevor a fait de superbes actions ce soir. Il a vraiment montré ce dont il était capable. Je pense qu'il y avait des recruteurs dans les gradins. Difficile à dire, mais on sentait l'énergie. Rien de tout cela n'était vrai. Ma mère disait à Madame Henderson « Avez-vous vu comment il s'est comporté sur le terrain? C'est un athlète de division 1. Ça se voit. » Trevor n'avait rien dit. Il était monté dans la voiture et avait regardé par la fenêtre, la mâchoire serrée. Je savais ce qu'il pensait. Je pouvais le voir à la façon dont ses épaules étaient tendues. Il savait que ce n'était pas réel. Il savait qu'il n'avait joué que parce que le match était déjà décidé. Parce que cela n'avait pas d'importance. Mais il ne les avait pas corrigés. À la maison, mon père avait appelé grand-père Dale.
J'étais dans la cuisine en train de prendre de l'eau quand j'avais entendu. Oui, papa. Trevor a fait un excellent match ce soir. Brady s'est un peu amoché. Mensonge. Alors Trevor est intervenu et a vraiment pris les choses en main. Les entraîneurs parlent de lui donner plus de temps de jeu, peut-être même de le titulariser la semaine prochaine. Rien de tout cela n'était vrai. Pas un seul mot. Je me tenais là, un verre d'eau à la main, écoutant mon père construire une réalité alternative. Puis le téléphone avait sonné. Un autre téléphone. Le portable de mon père. Il avait répondu. « Allô? Oui, c'est Monsieur Crowder. À propos de Trevor ?» Il avait marqué une pause, écouté. J'entendais une petite voix à l'autre bout, mais je ne pouvais pas distinguer les mots. Hum. Un film. Combien? Une autre pause. Son visage avait changé. Excité maintenant. Cela semble cher, mais oui, je vois. Tous les jeunes en ont besoin de nos jours. D'accord. Envoyez-moi les informations. Il avait raccroché. Ma mère était entrée dans la cuisine. Qui était-ce? Un service de recrutement. Ils font des films de moments forts, ils les envoient aux universités. 3 200 $. J'avais failli rire. Ce n'était pas un recruteur. Ce n'était pas un entraîneur universitaire. C'était un appel de vente. Une entreprise qui achetait des listes d'athlètes lycéens et appelait leurs parents à froid pour leur vendre des forfaits de recrutement hors de prix. Ma mère avait dit que nous devrions le faire. Nous avons déjà dépensé 6 800 $ pour le camp. C'est différent. C'est l'avenir de Trevor. Il a besoin d'un film. Comment les universités verront-elles son potentiel autrement? Mon père avait soupiré. D'accord, je les rappellerai demain. J'avais réalisé à ce moment-là qu'il n'y avait eu aucun recruteur au téléphone plus tôt. Aucun entraîneur universitaire, juste les vœux pieux de mon père, déguisés en fête et vendus à grand-père Dale et à quiconque voudrait l'écouter. Mais mes parents paieraient 3 200 $ pour une vidéo de recrutement qui n'accomplirait rien parce qu'ils avaient besoin de croire. Trevor était dans le salon quand j'étais passée. Il m'avait regardé. Je l'avais regardé en retour juste une seconde. J'avais vu quelque chose sur son visage. De la culpabilité peut-être, ou de l'épuisement, ou les deux. Puis il avait détourné le regard. Mais voici ce que je n'avais pas su avant plus tard. Ce que Trevor m'avait raconté des mois plus tard, autour d'un café, lorsque nous avions enfin parlé de tout cela. Il avait vu mon badge de la NASA. Début juillet, il avait cherché son chargeur de téléphone dans la cuisine et avait trouvé mon sac à dos sur une chaise. La fermeture éclair était ouverte. Mon badge était posé juste là, sur le dessus. MS2025-INT-138 avec ma photo et NASA Marshall Space Flight Center, imprimé en haut. Il l'avait ramassé, l'avait regardé, avait compris ce que cela signifiait et l'avait remis en place. Il avait refermé mon sac, n'avait jamais dit un mot. Il avait gardé mon secret. La seule personne dans cette maison qui connaissait la vérité, et il m'avait protégée. Je ne le savais pas alors, mais cela compte pour l'histoire parce que Trevor n'était pas le méchant. Il était juste un enfant noyé sous des attentes qu'il n'avait jamais demandées. Le 1er octobre, tard dans la nuit, j'étais dans ma chambre quand mon téléphone avait vibré. Un courriel de Caltech. Mise à jour du portail disponible. Mes mains tremblaient en l'ouvrant. Nous vous remercions pour votre candidature en décision anticipée. Votre décision sera disponible le 15 décembre à 17h, heure du Pacifique. 2 mois et demi. J'avais fait une capture d'écran, l'avais rangée dans mon dossier de recettes. La semaine suivante, j'avais reçu un courriel du docteur Whitmore. Document Pathway soumis. Vous êtes sur la liste restreinte. Vous devriez avoir des nouvelles d'ici mi-novembre. Excellent travail cet été. Au fait, l'équipe parle encore de votre analyse des micropropulseurs. Vous avez un véritable avenir dans ce domaine. 2 secrets maintenant. Caltech en attente, la NASA en attente. Personne dans ma famille ne savait pour l'un ou l'autre. Je construisais quelque chose dans l'ombre, brique par brique, chiffre par chiffre, candidature après candidature. Et le mieux dans tout ça, c'est qu'ils ne pouvaient pas détruire ce dont ils ignoraient l'existence. À la mi-octobre, lors du dîner dominical,
Tante Linda et oncle Joe étaient venus avec leurs enfants. Mes cousins, Emma, 16 ans, les jumeaux, Jake et Ryan, 12 ans, Madison, 9 ans, et la petite Olivia, 2 ans, qui passa la majeure partie du dîner à jeter des Cheerios sur le sol. La table était dressée pour 10 personnes. Trevor était assis en bout de table à côté de mon père, la place habituellement réservée à l'homme de la maison. J'aidais ma mère à servir la nourriture, rôti de bœuf, purée de pommes de terre, haricots verts, petits pains. Tout le monde s'installa. Mon père dit le bénédicité. Puis la conversation tourna, comme toujours, autour de Trevor. Tante Linda demanda « Trevor, comment va le football ?»« Bien. Nous sommes à 5 victoires et 2 défaites. » Oncle Joe demanda « Es-tu déjà titulaire ?» Trevor hésita. Il regarda son assiette. « Pas encore, mais l'entraîneur dit… » Mon père l'interrompit. Trevor est humble. Des recruteurs tournent autour de lui. Nous avons eu des appels. C'était un mensonge. Je le savais. Trevor le savait, mais personne d'autre ne le savait. Tante Linda rayonna. C'est merveilleux. Quelles universités. Mon père sourit mystérieusement. Je ne peux pas encore le dire. Je ne veux pas porter la poisse, mais disons que nous sommes très optimistes. Oncle Joe leva son verre vers Trevor. Bonne chance, mon garçon. Tout le monde but. Puis, tante Linda se tourna vers moi. Et toi, Rosella? Quels sont tes projets pour l'année prochaine? Ma mère répondit avant que je ne puisse le faire. Sa voix était légère, désinvolte, comme si elle discutait du temps qu'il faisait. Rosella prend une année sabbatique. Tout le monde n'est pas fait pour l'université tout de suite. Elle va trouver ce qu'elle veut faire. Peut-être trouver un emploi, économiser de l'argent. Tout le monde n'est pas fait pour l'université. Ces mots me frappèrent comme une gifle. Même si j'en avais entendu des variantes une centaine de fois, je ne la corrigeais pas. Je me contentais de couper mon rôti de bœuf en morceaux de plus en plus petits. Ma cousine Emma se pencha. Elle était assise à côté de moi et me murmura « Mais tu es intelligente, n'est-ce pas? J'ai entendu dire que tu avais eu environ 1470 au SAT. C'est vraiment bien. » Je hochai la tête. « Oui. Alors pourquoi ne postules-tu pas à l'université ?» Avant que je ne puisse répondre, la voix de mon père traversa la table. « Les tests ne signifient plus grand-chose, Emma. Le monde réel, c'est une question de cran, de capacité à performer sous pression. Certaines personnes sont intelligentes dans les livres, d'autres sont intelligentes dans la vie. » L'implication était claire. J'étais intelligente dans les livres. Trevor était intelligent dans la vie. Et être intelligent dans la vie était mieux. Mon père leva de nouveau son verre. À Trevor, bâti pour la grandeur. Tout le monde but. Je ne le fis pas. Je restai assise là, fourchette à la main. Pensant au portail de Caltech que j'avais consulté ce matin-là. Pensant au courriel du docteur Whitmore. Pensant aux 7200 $ sur mon compte bancaire dont personne ne connaissait l'existence. Après le dîner, j'aidai à débarrasser les assiettes. Trevor était seul dans la cuisine quand j'entrai avec une pile de vaisselle. Il me regarda. « Je suis désolé, » dit-il doucement. Je posai la vaisselle sur le comptoir. « Pourquoi ?» Il jeta un coup d'œil vers la salle à manger où nous pouvions entendre mon père rire bruyamment à quelque chose que mon oncle Joe avait dit. Je le regardais, vraiment. Il avait l'air fatigué, plus mince que d'habitude. Il y avait des cernes sous ses yeux. « Ça va ?» demandai-je. Il haussa les épaules. « Je vais bien. » Il ne l'était pas, mais je n'insistais pas. Il prit un torchon, commença à essuyer les assiettes que je venais de poser. « Tu vas faire quelque chose d'incroyable, » dit-il. « Je ne sais pas quoi, mais tu le feras. » Puis il s'éloigna, le torchon toujours à la main. Je restais là, seule dans la cuisine, avec le bruit de l'eau qui coulait dans l'évier. Et je pensais, il sait. Il ne connaît pas les détails, mais il sait. Il savait que tout cela était faux, mais il ne savait pas comment l'arrêter. Et moi, non plus. Pas encore. Le 10 novembre, j'étais à l'école, assise en cours de calcul avancé, quand le courriel arriva. Mon téléphone vibra dans mon sac à dos. Je n'étais pas censée le vérifier. Madame Chen avait une politique stricte d'interdiction des téléphones.
Mais quelque chose me fit jeter un coup d'œil à ma montre. Notification par courriel de la NASA. J'attendis que la sonnerie retentisse, allai aux toilettes, m'enfermai dans une cabine, ouvris le courriel avec des mains tremblantes. Programme Pathways du Centre de vol spatial Marshall de la NASA. Je le lus debout, mon sac à dos à mes pieds, la lumière fluorescente des toilettes bourdonnant au-dessus de ma tête. Félicitations, vous avez été sélectionné pour la poursuite de notre programme de stage étudiant Pathways. Le calendrier du semestre de printemps est disponible, 20 $ de l'heure. Veuillez confirmer votre disponibilité. Je répondis immédiatement. Là, dans les toilettes de l'école, assise sur le bord d'un siège de toilette, les doigts parcourant l'écran de mon téléphone. Disponible. Merci. J'accepte. Je l'envoyais. Puis je restais assise là pendant 5 minutes, juste à respirer. 20 $ de l'heure. Semestre de printemps. Programme Pathways. La voie vers des postes à temps plein après l'obtention du diplôme. La NASA me voulait de retour, le 15 novembre. Un autre courriel, d'un expéditeur différent. Décision anticipée de Caltech. Décision disponible. Ce n'était pas la décision elle-même, juste une notification qu'elle arrivait. Le 15 décembre, à 17 h, heure du Pacifique, à 20 h, heure de l'Est. Je l'ai noté dans mon agenda. J'ai programmé 3 rappels distincts. Un mois, le 20 novembre, à 17 h, heure du Pacifique, à 20 h, heure de l'Est. J'étais dans ma chambre, la porte verrouillée, les rideaux tirés, mon ordinateur portable ouvert sur mon lit. J'ai actualisé le portail. La page se chargeait lentement, trop lentement. Ma connexion Internet était exécrable. Une connexion DSL de petite ville en Alabama qui atteignait à peine 3 mégabits par seconde. Puis, les mots sont apparus. Félicitations. Juste cela au début. Le mot resta suspendu à l'écran pendant que le reste de la page se chargeait. Puis plus de texte est apparu. Au nom du California Institute of Technology, j'ai le plaisir de vous offrir l'admission à la promotion de 2030. Je l'ai fixé du regard, j'ai actualisé la page pour m'assurer que c'était réel. C'était toujours là. J'ai fait défiler la page. Informations sur l'aide financière, bourse basée sur les besoins, 68 000 $ par an. Programme travail-études, 2 000 $ par an. Contribution étudiante, 1 200 $ par an. Total sur 4 ans, 272 000 $ d'aide. Je serai diplômée de Caltech, l'une des meilleures écoles de sciences, technologie, ingénierie et mathématiques au monde, sans aucune dette. J'étais assise sur mon lit, l'écran de l'ordinateur portable brillant dans la pièce sombre, et j'ai senti quelque chose se fissurer en moi. Pas d'une mauvaise manière, mais comme une graine qui se fend lorsqu'elle commence enfin à germer. Je voulais pleurer. Je voulais crier. Je voulais descendre en courant, leur mettre l'écran sous le nez et dire « Voyez, voyez, ce n'est pas moi qui ne suis pas faite pour l'université, c'est moi qu'ils veulent. » Mais je ne l'ai pas fait. J'ai pris une capture d'écran, l'ai sauvegardée, fermé l'ordinateur portable et suis descendue dîner comme si de rien n'était. Mon père était au téléphone. Oui, Trevor a vraiment une chance cette année. Sa vidéo de moments forts va épater les entraîneurs. Nous avons dépensé beaucoup d'argent pour nous assurer que la qualité soit professionnelle. 3 000 $, mais c'est un investissement. 3 200 $ pour une vidéo qui resterait sur un site web de service de recrutement que jamais aucun entraîneur universitaire ne regarderait. Parce que ce n'est pas comme ça que fonctionne le recrutement. Ce n'est pas comme ça que tout cela fonctionne. Mais il ne le savait pas. Ou peut-être le savait-il, et il ne pouvait tout simplement pas l'admettre. Je me suis assise à table. Ma mère avait préparé des spaghettis. Trevor mangeait déjà, les yeux baissés, sans parler. Personne n'a demandé comment s'était passée ma journée. Personne n'a demandé si quelque chose avait changé. J'ai mangé mes spaghettis en pensant à Pasadena, aux palmiers et aux montagnes, au laboratoire de propulsion de fusées, à un avenir que j'avais bâti en secret pendant qu'il regardait des moments forts de football. Je me suis couchée cette nuit-là en pensant à décembre, à Thanksgiving.
dans 27 jours. 22 personnes viendraient chez nous, et je n'avais toujours pas décidé si j'allais leur dire. Le 21 novembre, ma mère a commencé à planifier Thanksgiving sérieusement. 22 invités confirmés. Elle a fait des listes sur des blocs-notes jaunes. Une dinde de 24 livres. Courses chez Costco. Table pliante, chaises supplémentaires, tartes à la citrouille, aux noix de pécan, aux pommes, gratin de haricots verts, sauce aux canneberges. Elle était stressée. Je le voyais à la façon dont elle s'en est prise à mon père quand il a suggéré de commander simplement un plat préparé au supermarché. Absolument pas. Cette famille prépare Thanksgiving de A à Z. Cette famille, comme si nous étions une sorte d'unité. Comme si nous voulions tous les mêmes choses. Grand-père Dale a appelé pour confirmer sa venue. J'ai répondu au téléphone. « Salut, ma puce, dit-il. Comment vas-tu ? » « Je vais bien, grand-père. »« Vraiment ?» J'ai marqué une pause. Grand-père avait une façon de poser les questions qui vous poussait à dire la vérité, même quand vous ne le vouliez pas. « Oui, vraiment. Ta grand-mère aurait été fière de toi, tu sais. » Ma gorge s'est serrée. Pourquoi ? Pour être toi, pour ne pas les avoir laissés te rabaisser. Je ne savais pas quoi répondre à cela. Il s'éclaircit la gorge. Je te verrai jeudi. J'ai quelque chose pour toi. Quelque chose que ta grand-mère a laissé. La lettre. Oui, c'est le bon moment. Je crois que nous avons raccroché. Je suis restée assise, le téléphone à la main, pensant à grand-mère Eleanor, au jardin, au télescope qu'elle m'avait acheté, à la façon dont elle disait « Tu portes mon nom, tu sais, alors tu dois être à la hauteur. » Le 23 novembre, un colis est arrivé. Adresse de l'expéditeur. California Institute of Technology, Bureau des admissions, 1200, Boulevard East California, Pasadena, Californie 9, 1, 1, 2, 5. J'étais à la maison quand le facteur est passé. Je l'ai attrapé avant que quiconque ne puisse le voir, l'ai emporté directement dans ma chambre et l'ai ouvert avec des mains tremblantes. Un dossier de bienvenue, épais et glacé. Un catalogue des cours, un plan du campus, des informations sur le logement, une lettre du doyen me souhaitant la bienvenue à la promotion de 2030, un fanion de Caltech, un autocollant. J'ai tout étalé sur mon lit, touchant chaque élément comme s'il pouvait disparaître. C'était réel, c'était à moi. J'ai tout caché au fond de mon placard, derrière des boîtes de vieux vêtements que je ne portais plus. Le 25 novembre, un autre courriel de l'aide financière de Caltech. Nous avons tenté de vous joindre par téléphone concernant votre dossier d'aide financière. Veuillez vérifier vos projets d'inscription et confirmer votre compréhension de l'offre d'aide. Nous devons avoir de vos nouvelles avant le 1er décembre pour réserver votre place. Je n'ai pas encore répondu. Encore 3 jours avant Thanksgiving. Je n'ai pas pu dormir cette nuit-là. J'étais allongée dans mon lit, fixant le plafond et l'affiche d'Andromède, pensant à ce qui se passerait si je leur disais. Si je descendais tout de suite et le disais à voix haute. J'avais été acceptée à Caltech avec une bourse complète, d'une valeur de 272 000 $. Je partirais en août, mais je ne l'ai pas fait, car une partie de moi, une partie dont je n'étais pas fière, voulait voir jusqu'où ils iraient. Combien de temps ils continueraient à faire semblant que Trevor était l'enfant prodige? Combien de temps ils continueraient à faire semblant que je n'existais pas? Je voulais qu'ils le disent devant tout le monde. Devant grand-père Dale, devant tante Linda, devant madame Henderson, qui avait été conseillère d'orientation et savait exactement ce que signifiait un score de 1470 au SAT. Je voulais qu'ils disent que je n'étais pas faite pour l'université devant 22 témoins, afin que je puisse leur prouver le contraire devant 22 témoins. Je n'en étais pas fière, mais c'était la vérité. Alors, j'ai attendu. Le 27 novembre, jour de Thanksgiving, 7 heures du matin. Je me suis réveillée au son de ma mère qui s'affairait déjà en bas, des casseroles qui s'entrechoquaient, la porte du four qui s'ouvrait et se fermait.
Je suis descendue en pyjama et j'ai commencé à aider. J'ai épluché des pommes de terre, haché du céleri, coupé des oignons en dés pour la farce, préparé la farce de toutes pièces. Des croûtons de pain, du bouillon, de la sauge, du thym, les oignons et le céleri que je venais de hacher. Mes yeux pleuraient à cause des oignons, ou peut-être à cause d'autre chose. Je n'en étais pas sûre. Mon père a installé les tables. Nous avions une longue table qui s'allongeait avec 3 rallonges. Elle pouvait accueillir 14 personnes, une fois entièrement déployée, plus 2 tables pliantes poussées contre elle. 22 places au total. Il a tout recouvert de nappes assorties que ma mère avait achetées spécialement pour l'occasion. Des serviettes coordonnées, de la vraie porcelaine, pas des assiettes en carton. La chaise de grand-mère et les lanards étaient restées vides à une extrémité de la longue table. Mon père a posé sa photo encadrée sur la table, à côté de la place vide. Un 8 par 10. Elle était dans le jardin, souriante, tenant une tomate qu'elle venait de cueillir. Ma mère a mis des fleurs autour du cadre, des roses blanches, les préférées de grand-mère. Elle a eu les larmes aux yeux en la regardant. Elle aurait adoré cela. J'ai regardé la photo, le sourire de grand-mère, et j'ai pensé. Elle aimait cela, oui, mais pas de la façon dont vous le pensiez. Elle aimait les gens. Elle m'aimait. Elle aimait la vérité. Et elle savait qu'aucun d'entre vous ne la disait. 10 heures du matin. Trevor est descendu, portant son maillot de football américain de Huntsville High. Numéro 12. Le nom Crowder était inscrit dans le dos. Mon père a souri en le voyant. « Parfait. Montre-leur qui tu es, mon fils. » Trevor a hoché la tête, mais n'a rien dit. Il avait l'air pâle, fatigué. « Ça va ?» lui ai-je demandé. Il m'a jeté un coup d'œil. « Oui, juste nerveux. Tu sais, la famille. » Je savais. Oui. Midi. Les invités ont commencé à arriver. Grand-mère et grand-père Martinez d'abord. Les parents de ma mère. Elle les a serrés dans ses bras, a pleuré un peu. Sa mère était gentille mais distante. Son père m'a à peine reconnue. Est allé directement voir mon père et a commencé à parler du football américain d'Alabama. Puis, tante Linda, oncle Joe et les enfants. Emma m'a serré dans ses bras et a chuchoté. « Je suis avec toi, quoi que tu fasses. » Je ne savais pas ce qu'elle voulait dire par là, mais cela faisait du bien à entendre. Oncle Rick, le frère cadet de mon père, travaillait dans une concession automobile, bruyant et amical. Les Henderson, monsieur et madame Henderson, des professeurs à la retraite d'à côté. Madame Henderson avait été conseillère d'orientation pendant 30 ans. Elle m'a serré dans ses bras et a dit « Comment se passe ta dernière année de lycée ?» J'ai répondu « Bien ». Elle a dit « Tu as postulé quelque part ?» J'ai répondu « On verra ». Et enfin, grand-père Dale. Il a été le dernier à franchir la porte. 79 ans, toujours fort, toujours vif, portant une chemise boutonnée et un pantalon, rasé de près, les cheveux peignés. Il a serré ma mère dans ses bras, a serré la main de mon père, a serré Trevor dans ses bras et a chuchoté quelque chose que je n'ai pas pu entendre. Puis il est venu vers moi. Il m'a tenu longtemps, plus longtemps que d'habitude. Ses bras étaient forts. Il sentait l'Old Spice et le café. Quand il s'est reculé, il a chuchoté. « Ça va ?»« Toujours, grand-père, » ai-je répondu. Il m'a regardé comme s'il ne me croyait pas tout à fait, comme s'il pouvait voir quelque chose que j'essayais de cacher. « Ta grand-mère m'a laissé quelque chose pour toi, » a-t-il dit doucement. « Je te le donnerai après le dîner. C'est le moment. » Mon cœur a bondi. Qu'est-ce que c'est? Il a juste secoué la tête, me tapotant l'épaule. Plus tard, 13 heures. Tout le monde s'est réuni dans le salon. Du football américain à la télévision. Dallas contre Washington. Mon père tenait la cour, assis dans son fauteuil inclinable, une bière à la main, parlant de la saison de Trevor. « Une année incroyable », a dit mon père à oncle Joe. Trevor s'est vraiment épanoui. Des entraîneurs de 3 écoles l'ont contacté personnellement. Oncle Joe s'est penché en avant. « Quelles écoles ?» Mon père a souri, a pris une gorgée de bière. « Je ne peux pas encore le dire.
Je ne veux pas porter la poisse, mais disons simplement que nous recevons des appels très intéressants. C'était tout, chaque mot. Mais oncle Joe a hoché la tête, impressionné. Tante Linda m'a regardée. Et toi, Rosella? À quoi penses-tu pour l'année prochaine? Ma mère a répondu. Elle se tenait dans l'embrasure de la porte tenant un torchon. Sa voix était légère, agréable. Rosella est en train de réfléchir. Elle prend son temps. Tout le monde ne se précipite pas à l'université. Elle est pragmatique. Elle restera probablement dans la région, trouvera un emploi, peut-être ira-t-elle au collège communautaire plus tard. Tout le monde ne se précipite pas à l'université. Elle était passée de « tout le monde n'est pas fait pour l'université » à « tout le monde ne se précipite pas à l'université ». Rosella, avec votre score au SAT, vous avez des options. Avez-vous pensé au programme d'ingénierie ou d'informatique? Mon père a fait un geste de la main, dédaigneux. Elle est pragmatique, elle pense localement, elle reste près de la maison. C'est intelligent. En fait, l'université n'est pas pour tout le monde. Certains jeunes ont besoin de se trouver d'abord. Certains jeunes. Pas Trevor, évidemment. Juste certains jeunes. Trevor était assis sur le canapé, silencieux, mal à l'aise. Il me jetait des coups d'œil, puis détournait le regard. Emma s'est penchée vers moi. Nous étions assises par terre parce que toutes les bonnes places étaient y prises. Elle a chuchoté. « Tu as toujours été la plus intelligente. » J'ai chuchoté en retour. « Trevor est intelligent aussi. » Elle a baissé la voix encore plus. « Pas comme toi. Tout le monde le sait. Je ne comprends pas pourquoi ils agissent comme s'il était le seul spécial. » Je n'avais pas de réponse à cela. 2h30. Ma mère a appelé tout le monde à table. Le plan de table vous disait tout ce que vous deviez savoir sur cette famille. Mon père en bout de table. Ma mère à l'autre bout. Trevor à côté de mon père, à la place d'honneur. Grand-père Dale à côté de ma mère. Moi. J'étais 3 places plus loin, coincée entre ma cousine Madison et oncle Rick. J'ai aidé à apporter la nourriture de la cuisine, à disposer les plats, à verser l'eau et le thé glacé, à remplir les corbeilles à pain. 3h15. Tout le monde était enfin assis. Les assiettes pleines, la dinde découpée. La table était magnifique. Toute cette porcelaine, les fleurs, les bougies que ma mère avait allumées. La photo de grand-mère veillant sur tout. Mon père s'est levé pour dire le bénédicité. Nous avons tous baissé la tête. Seigneur, nous te remercions pour cette nourriture, pour cette famille, pour les bénédictions d'une nouvelle année. Nous sommes particulièrement reconnaissants pour le succès de Trevor cette saison et pour les opportunités qui l'attendent. Nous te demandons de le guider sur le bon chemin. Amen. Amen. Pas un mot sur moi. Pas même. Nous sommes reconnaissants pour tous nos enfants. Juste Trevor, juste son succès, juste ses opportunités. J'ai gardé la tête baissée. Je n'ai pas levé les yeux. Je ne voulais pas que quiconque voie mon visage. Puis, le téléphone a sonné. C'était une sonnerie forte, stridente, de téléphone fixe à l'ancienne, parce que mon père refusait de se débarrasser du téléphone de la maison, même si tout le monde avait des téléphones portables maintenant. La sonnerie. Ma mère l'avait réglée il y a des années sur une mélodie générique. Mais c'était la même que grand-mère et Lélanard utilisaient sur son téléphone. Tout le monde s'est figé un instant. Ma mère a regardé l'afficheur sur la base du téléphone, de l'autre côté de la pièce. Numéro inconnu. Indicatif régional 626, Californie. « Je réponds » a-t-elle dit. Mon père a dit « C'est Thanksgiving. Laisse le répondeur prendre l'appel. » Il a sonné à nouveau. Le même numéro. Grand-père Dale a dit « C'est peut-être important. » Ma mère a décroché, a appuyé sur le bouton. « Allô ?» Pause. « Oui, c'est Madame Crowder. » Pause. Son visage a changé. Confusion, puis choc. « Je suis désolée. Qui est à l'appareil ?» Plus longue pause. La table était devenue complètement silencieuse. Les fourchettes étaient figées en l'air. 22 personnes écoutaient. Caltech. La pièce entière a semblé retenir son souffle. Les yeux de ma mère se sont écarquillés.
Elle m'a regardé directement. « Vous essayez de joindre qui ?» Sa voix s'est légèrement brisée. « Ma fille. » J'ai senti chaque paire d'yeux dans cette pièce se tourner vers moi. Les 22. Même bébé Olivia a arrêté de jeter de la nourriture. Ma mère a pressé le téléphone contre sa poitrine, a couvert le haut-parleur. Son visage était pâle. « Rosella, as-tu postulé à Caltech ?» Je me suis levée, j'ai avancé, j'ai tendu la main. « Je le prends. » Elle m'a tendu le téléphone. Sa main tremblait. Je l'ai porté à mon oreille. Ici, Rosella Kruder. La voix à l'autre bout était claire, professionnelle, féminine. « Allô, Rosella. Ici, Dr. Sarah Chen, du California Institute of Technology, bureau de l'aide financière. Je m'excuse de vous appeler un jour férié, mais nous essayons de vous joindre depuis plusieurs jours. Avez-vous reçu notre notification de dossier d'aide financière ?» 22 personnes écoutaient chaque mot que je prononçais. « Oui, madame, je l'ai reçu. » Merveilleux. Je voulais confirmer personnellement la bourse basée sur les besoins de 68 000 $ par an. Ce montant vous convient-il? Oui. Excellent. Nous serions ravis de vous inviter, vous et votre famille, sur le campus le 8 décembre pour notre réception pour les étudiants admis. C'est l'occasion de rencontrer les professeurs, de visiter les laboratoires et d'échanger avec les autres nouveaux étudiants. Serez-vous en mesure d'y assister? J'y serai. Parfait. Je vous enverrai les détails par courriel ce soir. Et Rosella, oui, félicitations. Nous sommes absolument ravis de vous compter parmi la promotion 2030 de Caltech. Votre candidature était exceptionnelle. Merci. J'ai raccroché, j'ai posé le téléphone sur la table. Le silence était si épais qu'on aurait pu le couper au couteau. Mon père s'est levé lentement. Son visage était rouge. Qu'est-ce que diable vient de se passer? J'ai regardé mon père, j'ai regardé ma mère, j'ai regardé Trevor, puis j'ai regardé grand-père Dale. Il souriait vraiment. J'ai dit « Je suis acceptée à Caltech. » « Tu as postulé ?» La voix de mon père était tendue. « Sans nous le dire ?»« Je vous ai dit que je voulais postuler. Vous avez brûlé mes enveloppes. Rappelez-vous, l'évier de la cuisine, le 16 mai. » La voix de ma mère tremblait maintenant. Nous avons dit non. Nous avons dit d'économiser l'argent pour Trevor. Nous avons dit « Je n'avais pas besoin de votre argent », ai-je dit calmement. J'ai une bourse complète, 68 000 $ par an d'aide basée sur les besoins. Cela fait 272 000 $ sur 4 ans. Oncle Joe, que Dieu bénisse. Oncle Joe a fait le calcul à voix haute immédiatement. 272 000 $. Des halètements ont parcouru la table. La main de tante Linda est allée à sa bouche. « Rosella, c'est incroyable !» Madame Henderson pleurait déjà. « Je le savais. Je savais que tu pouvais le faire. » Le visage de mon père devenait de plus en plus rouge. « Tu as agi dans notre dos, après que nous t'ayons explicitement dit non. » « J'ai soumis mes candidatures en ligne, ai-je dit, le 15 septembre. 2 jours avant que vous ne brûliez les copies de sauvegarde que j'avais imprimées. » La tête de Trevor s'est relevée brusquement. « Avant ?» J'ai hoché la tête. « 2 jours avant. » Emma a murmuré. « Oh mon Dieu !» La table est redevenue complètement silencieuse. Mon père bégayait maintenant. « Quand l'as-tu appris ?»« Le 20 novembre, il y a 1 semaine. Et tu ne nous l'as pas dit ?» Je l'ai regardé. Je l'ai vraiment regardé. « Auriez-vous écouté ?» Silence. Personne n'a répondu. Grand-père Dale s'est levé, s'est approché de moi, m'a serré dans ses bras et m'a murmuré à l'oreille, assez fort pour que les personnes proches puissent entendre, et les Lanard seraient si fiers. Puis, il a dit plus fort pour que tout le monde entende, « Il y a autre chose, n'est-ce pas ?» Je me suis reculée, les regardé, j'ai hoché la tête. « Dis-leur, » a-t-il dit. J'ai pris une inspiration. Je travaille au centre de vol spatial Marshall de la NASA depuis juin. La voix de ma mère s'est brisée. Quoi? Stage d'été,
Laboratoire d'essai de système de propulsion, 18 $ de l'heure, 40 heures par semaine, 10 semaines. J'ai gagné 7 200 $. La table a éclaté. La NASA? Tu as travaillé à la NASA? C'est là que tu étais tout l'été. La voix de mon père a coupé court. Tu as dit que tu étais à la bibliothèque. Vous n'avez pas demandé, ai-je dit. Vous n'avez jamais demandé. Je vous ai dit que je travaillais. Vous avez supposé que ce n'était rien. Vous ne vous êtes pas assez soucié pour demander où. La voix de tante Linda était douce, presque étrange. Rosella, la NASA, ici, à Huntsville. 22 minutes de cette maison, ai-je dit. Bâtiment 4550, laboratoire d'essai de système de propulsion. Le docteur James Whitmore était mon superviseur. J'y allais en voiture tous les matins, rentrais tous les soirs, me garais dans l'allée de Madame Patterson pour que vous ne voyiez pas la voiture. Personne n'a demandé où j'étais allée. Madame Henderson a mis ses 2 mains sur sa bouche. Rosella, ma chérie, les stages à la NASA sont incroyablement compétitifs. Des centaines de candidats pour chaque place. Je sais. Et tu en as obtenu un à 17 ans. Oui, madame. L'oncle Joe a dit « Mais c'est Rosella. C'est énorme. C'est une carrière. NASA Pathways. C'est la voie vers des emplois à temps plein après l'obtention du diplôme. » J'ai hoché la tête. Ils m'ont invité à revenir. Semestre de printemps, 20 $ de l'heure. Grand-père Dale était toujours debout à côté de moi. Il a posé sa main sur mon épaule. « Parle-leur de ton projet. » Je l'ai regardé. « Comment saviez-vous cela ?» Il a souri. « Ta grand-mère et moi n'avons pas élevé une idiote. J'ai appelé le docteur Whitmore la semaine dernière. Je l'ai interrogé sur toi. Il m'a tout raconté. Ma gorge s'est serrée. Vous l'avez appelé. Je devais savoir ce que tu faisais. Il a dit que tu étais l'une des étudiantes les plus talentueuses avec lesquelles il ait jamais travaillé. Il a dit que ton analyse d'efficacité de micropropulseur était publiable. Il a dit que tu avais effectué 47 simulations, améliorant l'efficacité de 12%. Il a dit « Tu as un avenir dans l'aérospatiale, si tu le souhaites. » J'ai senti les larmes monter. Je les ai refoulées. La voix de mon père était creuse maintenant. « Tu as travaillé à la NASA. Tu es entré à Caltech. Tu as fait tout cela sans nous. » Je l'ai fait, malgré vous, ai-je dit doucement. Ma mère pleurait maintenant. Des larmes coulaient sur son visage. Le mascara commençait à couler. Trevor s'est levé. Sa chaise a raclé le sol. Tout le monde l'a regardé. « Je suis désolé, » a-t-il dit. Sa voix tremblait. Mon père a dit « Assieds-toi, Trevor. Il ne s'agit pas de toi. » « Si, il s'agit de moi. » La voix de Trevor est devenue plus forte, plus assurée. Il s'agit de nous tous. Il s'agit de ce que nous lui avons fait. Mon père s'est levé aussi, maintenant. Trevor, ne. Vous avez dépensé 10 000 $ pour moi, a dit Trevor, le coupant. Des camps, des vidéos de recrutement, des services de films, des séances d'entraînement, de nouveaux crampons, cette académie de quart arrière qui était censée me faire recruter tout cela. La table était figée. La voix de Trevor s'est brisée. Je suis quart arrière remplaçant. J'ai joué 12 actions de jeu toute la saison. 12. Toutes en temps additionnel. Toutes dans des matchs qui étaient déjà terminés. Pas de recruteurs, pas d'offres, pas même de collège communautaire parce que je ne suis pas assez bon. Je ne suis pas de division 1. Je ne suis même pas de division 2. Je suis à peine dans l'équipe universitaire. Le visage de mon père était blanc maintenant. « Trevor, elle a fait ça toute seule, » a dit Trevor en me regardant. « Pendant que vous payiez pour mon faux avenir, elle est entrée à Caltech. Elle a travaillé à la NASA. Elle a gagné de l'argent. Elle a tout fait correctement. Et vous ?» Sa voix s'est brisée. « Vous lui avez dit qu'elle n'était pas faite pour l'université. Vous lui avez dit de rester à la maison. Vous avez brûlé ses candidatures devant moi et m'avez forcé à regarder. » Il pleurait maintenant.
Il pleurait vraiment. Vous vouliez tellement que je sois quelque chose que je ne suis pas, que vous ne pouviez pas voir. Elle volait déjà. Il s'est retourné et a quitté la pièce. Personne n'a bougé. Personne n'a parlé. Je pouvais l'entendre pleurer dans l'autre pièce. Puis le téléphone a sonné à nouveau. Cette fois, c'était le téléphone portable de grand-père Dale. Il l'a sorti de sa poche, a regardé l'écran. « C'est Martin Brooks », a-t-il dit. La voix de ma mère était à peine un murmure. « Qui ?»« L'avocat successoral de votre mère. » Mon père s'est enfoncé dans sa chaise. Grand-père a répondu « Martin ?»« Oui, tout de suite. » Pause. « Ils sont tous là. » Il a regardé mon père. « Oui, Richard aussi. » Il a raccroché, a rappelé, a mis l'appel sur haut-parleur et a posé le téléphone sur la table, à côté de la photo de grand-mère Hélène Lanard. La voix de Martin Brooks emplit la pièce. Profonde, professionnelle, mesurée. Bonjour à tous. Martin Brooks, avocat de la succession d'Hélène Lanard Crowder. Je m'excuse d'interrompre vos vacances, mais Dale m'a demandé d'appeler à cette heure précise. Cela concerne la fiducie que Madame Crowder a établie avant son décès. La voix de mon père était rauque. De quoi parlez-vous? Votre mère a mis de côté 150 000 $ dans une fiducie, à partager également entre ses deux petits-enfants, Trevor et Rosella, soit 75 000 $ chacun. La pièce était maintenant complètement silencieuse. Même la petite Olivia était calme. Cependant, il y avait des conditions spécifiques. Chaque petit enfant reçoit sa part après avoir été accepté dans une université accréditée de 4 ans. Pas un collège communautaire, pas une école professionnelle, une institution de 4 ans. La voix de tante Linda était à peine audible. 150 000 $. Oui, Madame Crowder était très claire sur ses intentions. L'argent est destiné à soutenir l'enseignement supérieur et uniquement l'enseignement supérieur. Martin poursuivit. J'ai suivi les progrès scolaires des deux petits-enfants en tant qu'exécuteur testamentaire. Au 20 novembre 2025, Rosella Crowder a été acceptée au California Institute of Technology. Est-ce exact, Rosella? Oui, monsieur, dis-je. Alors, Rosella est admissible à la distribution immédiate de ses 75 000 $. Les fonds seront transférés sur son compte désigné dans les 5 jours ouvrables. La voix d'oncle Joe se fit entendre à nouveau, calme, faisant le calcul que personne ne voulait prononcer à voix haute. 75 000 $. Mon père retrouva sa voix. Et Trevor? Trevor a-t-il été officiellement accepté dans une université accréditée de 4 ans? Silence. Un silence plus long. Mon père finit par dire « Il est en cours de recrutement. » A-t-il reçu une lettre d'acceptation officielle? Un silence encore plus long. La voix de mon père n'était plus qu'un murmure. Pas encore. Alors sa part reste dans la fiducie jusqu'à ce qu'il soit admissible. La voix de ma mère était brisée. Mère ne nous a jamais parlé de cela. Elle m'a spécifiquement demandé de ne pas le faire, dit Martin. Sa voix était douce mais ferme. Elle a dit, et je cite directement notre conversation, « Ils essaieront d'interférer. Ils essaieront de rediriger l'argent là où ils pensent qu'il devrait aller. Ne les laissez pas faire. » Ces mots firent l'effet d'une bombe. Grand-père Dale plongea la main dans la poche de sa veste et en sortit une enveloppe, vieille, légèrement jaunie. Mon nom y figurait, écrit de la main de grand-mère Hélène Lanard. Ses mains tremblaient, tandis qu'il brisait le sceau. « Il y a encore une chose, » dit la voix de Martin à travers le haut-parleur du téléphone. Madame Crowder a laissé une lettre scellée à lire lorsque le premier petit enfant serait admissible à la distribution. Dale, êtes-vous prêt? Oui, dit grand-père. Sa voix était pâteuse. Tante Linda demanda. Dale, qu'est-ce qu'elle dit? Grand-père déplia la lettre. Une seule feuille de papier manuscrite. Je pouvais voir l'écriture soignée de grand-mère de l'autre côté de la table. Veux-tu que je la lise? Demanda grand-père en me regardant.
J'acquiesçais. Tout le monde le regardait maintenant. Il s'éclaircit la gorge et commença à lire. Dale, si tu lis ceci, cela signifie que les enfants sont grands. Je n'ai qu'une chose à dire. Rosella est celle qu'il faut. Mon souffle se coupa. La voix de grand-père trembla tandis qu'il continuait. Elle a Eleanor en elle. Calme, brillante, faite pour durer. Je l'ai observée pendant 17 ans. J'ai vu ce que vous avez tous manqué. Elle n'a pas besoin d'être bruyante pour être extraordinaire. Elle n'a pas besoin de permission pour être brillante. L'argent est à elle quand elle le gagne. Et elle le fera. Ne les laissez pas la gâcher. Dis-lui que je suis fière. Dis-lui qu'elle porte mon nom pour une raison. Dis-lui que les étoiles lui étaient toujours destinées. Et les lanards. Silence. 8 secondes de silence total et complet. Personne ne respirait. Puis, tante Linda commença à pleurer. Puis, Madame Henderson. Puis, Emma. Puis, grand-mère Martinez. Puis la voix d'oncle Joe se brisa. Mon Dieu! Grand-père Dale pleurait aussi maintenant. Il plia la lettre avec soin et me la tendit. Je la pris de mes mains tremblantes. Je la relus. L'écriture de ma grand-mère, petite, précise et certaine. Rosella est celle qu'il faut. Elle a Eleanor en elle. Je réalisais à cet instant, pleinement pour la première fois, que je portais son nom, Rosella Eleanor. Elle m'avait donné son nom. Elle avait vu quelque chose en moi avant que je ne sois assez âgée pour le voir moi-même, et elle m'avait laissé une preuve. Les larmes vinrent alors, pour la première fois depuis mai, pour la première fois depuis qu'ils avaient brûlé mes candidatures, pour la première fois depuis que j'avais décidé de tout construire seule. Mais ces larmes étaient différentes. Ces larmes étaient un soulagement. Grand-père me serra dans ses bras, me tint fort et murmura. Elle savait. Elle a toujours su. Dès ta naissance, elle m'a dit « Celle-là va changer le monde, Dale. N'ose pas les laisser lui couper les ailes. » J'enfouis mon visage dans son épaule et sanglotai. Tante Linda se leva, s'approcha et me serra aussi dans ses bras. Puis Madame Henderson, puis Emma, puis oncle Joe, puis grand-mère Martinez, puis oncle Rick. Un par un, grand-père Martinez se leva. L'homme qui m'avait à peine remarqué de toute la journée s'approcha et dit « Je suis désolé, gamine. J'aurais dû faire plus attention. » J'acquiesçais, incapable de parler. Mes parents ne bougèrent pas. Ils restaient assis à table. Le visage de mon père était blanc. Ma mère pleurait, mais elle ne se leva pas. Elle ne vint pas vers moi. Trevor était toujours dans l'autre pièce. Je l'entendais. La voix de Martin Brooks résonna une dernière fois à travers le haut-parleur du téléphone. « Rosella, je vous enverrai par courriel les documents de répartition de la fiducie demain matin. Vous devrez désigner un compte pour le virement. Félicitations. Votre grand-mère serait très fière. » L'appel se termina. Je me tenais au milieu de la pièce, entourée par ma famille, mais pas par mes parents. Pas par les 2 personnes qui auraient dû être les premières à célébrer. Grand-père dit doucement « Tu peux rester avec moi. J'ai la chambre d'amis. Elle est à toi aussi longtemps que tu en auras besoin. » Je le regardais. Je ne voulais pas causer de problème. Sa voix était glaciale. « Tu n'es pas le problème. Tu ne l'as jamais été. » Père se leva. « Nous devons parler. » La voix de grand-père le coupa. « Pas ce soir. C'est ma maison. Et c'est ma petite fille, qui vient de découvrir que sa grand-mère décédée croyait en elle plus que ses parents vivants ne l'ont jamais fait. Qui vient de découvrir qu'elle reçoit 75 000 $ pour soutenir l'éducation dont vous lui avez dit qu'elle n'était pas capable. Qui vient de découvrir que tout ce que vous lui avez dit sur elle-même était un mensonge. Alors, non, Richard. Pas ce soir. Ce soir, elle rentre à la maison avec moi. Je regardais mes parents. Maman pleurait toujours. Père fixait la table. Aucun des 2 ne dit quoi que ce soit. Je montai, fis un sac, y mettant tout ce dont j'avais besoin. Mon ordinateur portable, des vêtements, ma brosse à dents, le dossier de bienvenue de Caltech qui se trouvait au fond de mon placard, le badge de la NASA que j'avais caché dans le tiroir de mon bureau. Je redescendis. Trevor était assis sur la dernière marche,
le visage rouge, les yeux gonflés. « Je suis désolé, dit-il de nouveau. Je m'assis à côté de lui. « Ce n'est pas ta faute. »« J'ai vu ton badge de la NASA, dit-il doucement. En juillet, je l'ai trouvé dans ton sac. Je savais ce que tu faisais. J'aurais dû dire quelque chose. J'aurais dû te défendre. Mais je ne l'ai pas fait. Tu me protégeais, dis-je en ne leur disant rien. Tu as gardé mon secret. » Il me regarda. Je me protégeais. Je ne voulais plus être celui qui n'était plus spécial. Tu es spécial, Trevor. Juste pas de la manière dont il voulait que tu le sois. Et c'est bien comme ça. Il hocha la tête, essuya ses yeux. Ce que tu as fait en construisant tout cela en secret, c'est la chose la plus courageuse que j'ai jamais vue. Je le serrai dans mes bras. Il me rendit mon étreinte. Puis, je me dirigeai vers la porte. Grand-père attendait. Je passai devant mes parents. Je ne dis rien. Je ne regardais pas en arrière. Nous roulâmes jusqu'à la maison de grand-père en silence. Une fois arrivé, il me montra la chambre d'amis. Elle était exactement comme je m'en souvenais. Propre, calme. Des photos de grand-mère et les Lanard partout, sur la commode, sur les murs. Son sourire veillait sur tout. « Repose-toi, » dit grand-père. Je posai mon sac, regardai les photos. Grand-mère et les Lanard, souriantes, me tenant quand j'avais 3 ans. Nous deux couvertes de farine après avoir fait des biscuits, elle m'apprenant à planter des tomates quand j'avais 7 ans. Nous deux agenouillés dans la terre. Debout à côté de mon télescope quand j'avais 15 ans, son bras autour de mes épaules. Nous deux regardant vers le ciel. Elle m'avait vu quand personne d'autre ne l'avait fait. Avant même que je ne sache ce que je devenais, elle l'avait vu. Je m'allongeai sur le lit, fermai les yeux. Pour la première fois en 6 mois, j'eus l'impression de pouvoir respirer. La semaine suivante fut étrange. Mes parents appelèrent 14 fois au cours des 3 premiers jours. Je ne répondis pas. Je laissais chaque appel aller à la messagerie vocale. Ils laissèrent des messages. « Nous devons parler. C'est ridicule. Tu es dramatique. Tu ne peux pas simplement partir. » Je les supprimais tous. Le 1er décembre. Martin Brooks envoya par courriel les documents de répartition de la fiducie. Je les signais électroniquement, désignais mon compte bancaire pour le virement et les renvoyais en moins d'1 heure. Le 3 décembre. J'étais assise dans la cuisine de grand-père, en train de prendre mon petit déjeuner, lorsque je vérifiais mon compte bancaire. Le chiffre me fit m'étouffer avec mes céréales. 82 200 $. Mes gains d'été, 7 200 $. La fiducie de grand-mère, 75 000 $. J'envoyais un message à grand-père. C'est réel. Il était dans la pièce d'à côté. Il répondit par message. Et les Lanard tenaient ses promesses. Toujours. Le 4 décembre, à 16 heures. On frappa à la porte de grand-père. Il ouvrit. C'était maman. Elle avait l'air terrible. Les yeux rouges, les cheveux tirés en arrière, sans maquillage. « Puis-je lui parler ?» dit-elle. Grand-père me regarda. J'étais debout en haut des escaliers. J'acquiesçais. Il la laissa entrer. Je descendis. Nous nous assîmes dans le salon. Grand-père resta dans la cuisine, nous donnant de l'espace, mais restant assez proche pour entendre. « Ce que tu as fait était mal, » dit maman. Je la regardais. « Qu'ai-je fait de mal ? Tu as agi dans notre dos. J'ai construit un avenir que vous m'avez dit que je ne pouvais pas avoir. Nous essayons de te protéger de quoi ? Du succès ? » Elle commença à pleurer. De la déception, de l'échec, de fixer tes attentes trop haut et d'être écrasée quand ça ne marchait pas. « Je n'ai pas échoué, » dis-je calmement. « Je suis entrée à Caltech, j'ai travaillé à la NASA, j'ai gagné de l'argent, j'ai tout fait correctement, mieux que correctement. Mais tu as menti. » « Non, j'ai dit que vous n'aviez pas demandé. Il y a une différence. Je vous ai dit que je travaillais. Vous avez supposé que ce n'était rien. Vous ne vous êtes pas assez soucié de demander où. » Elle s'effondra complètement, des sanglots profonds. Je pensais faire ce qui était le mieux. « Le mieux pour qui ?» demandai-je doucement.
Elle ne répondit pas. Je laissai le silence s'installer. Puis je dis, « Quand tu seras prête à me voir, la vraie moi, pas la version que tu as décidé que je devais être, appelle-moi. D'ici là, j'ai besoin d'espace. » Elle se leva, marcha jusqu'à la porte, s'arrêta. « Je suis désolée, dit-elle. »« Je sais, dis-je. Mais des excuses ne suffisent pas encore. » Elle partit. Aucune résolution, aucune excuse qui compte, aucune promesse de changer, juste le silence. Mais je me sentis plus légère quand même, car je n'avais plus besoin de son approbation. Janvier arriva. Trevor fut accepté au Calhoun Community College, un établissement d'enseignement supérieur local de 2 ans. Il prévoyait de se transférer éventuellement. Peut-être à UAH ou Auburn, s'il parvenait à améliorer ses notes. Mes parents n'appelèrent pas la famille élargie, ne firent aucune annonce, n'organisèrent pas de dîner de célébration. Ils signèrent simplement les papiers en silence et informèrent les gens quand on leur posait la question. Trevor m'envoya un message. « Je suis pris quelque part. Un établissement d'enseignement supérieur. C'est un début. » Je répondis immédiatement. « C'est génial, Trevor. Vraiment fier de toi. » Il me répondit. « Je suis désolé de les avoir laissés te rendre invisible. » Je dis. « Tu ne m'as pas rendu invisible. Ce sont eux. Tu n'étais qu'un enfant pris au milieu et tu as essayé de me protéger en gardant mon secret. C'est important. » Il demanda. « Puis-je te voir un de ces jours ?» Je dis. « Oui, un café. J'aimerais bien. » Nous nous rencontrâmes la semaine suivante au Starbucks de University Drive. Nous nous assîmes dehors, même s'il faisait froid. Nous parlâmes pendant 2 heures. Il s'excusa de nouveau. Il me dit qu'il avait toujours su que c'était mal. Il me dit qu'il ne savait pas comment arrêter cela sans détruire la famille. Je lui dis que ce n'était pas son rôle de les réparer. Il me parla de son établissement d'enseignement supérieur, de peut-être étudier le commerce, de peut-être essayer de trouver ce qu'il voulait vraiment, au lieu de ce que papa voulait. Je lui dis que c'était la chose la plus intelligente que je l'ai entendu dire. Il dit « Tu as toujours été plus intelligente que nous tous. » Je dis « Tu vas t'en sortir, Trevor. Tu as juste besoin de trouver ta propre voie. Pas celle de papa, pas le rêve du football. Ta voix. » Il hocha la tête. « J'essaie. » Nous nous serrâmes dans les bras avant de partir. Une vraie étreinte. La première vraie étreinte que nous ayons eue depuis notre enfance. Je pense qu'il va bien s'en sortir. Il a juste besoin de temps et de distance par rapport à leurs attentes. Février arriva plus vite que je ne l'avais prévu. Je faisais mes valises pour Caltech, des vêtements, des livres, mon télescope soigneusement enveloppé dans du papier bulle. Une boîte étiquetée « fragile » à 3 endroits. Mes parents demandèrent s'ils pouvaient aider. Je dis « Je m'en occupe ». Le 10 février, papa arriva chez grand-père. J'ouvris la porte. « Je veux m'excuser », dit-il. Je sortis, refermai la porte derrière moi. Nous nous tenions sur le porche. « D'accord, je me suis trompée sur tout. Sur toi, sur Trevor, sur ce que signifie le succès, sur ce qui compte. » Je hochai la tête. « Ouais, tu t'es trompé. Peux-tu me pardonner ?» Je le regardais. « Vraiment ?» Je le regardais. Il avait l'air plus vieux, plus petit d'une certaine manière, comme si quelque chose s'était brisé en lui. Finalement, je dis « Mais pas aujourd'hui. Pas encore. De quoi as-tu besoin ? J'ai besoin que tu le mérites comme j'ai tout mérité. Prouve que tu me vois. Pas la version que tu voulais. La version qui est là, debout. La fille qui est entrée à Caltech, qui a travaillé à la NASA, qui a bâti un avenir que tu as essayé de détruire. » Il tressaillit. Je ne voulais pas dire « Oui, tu le voulais. » J'ai dit que tu le pensais quand tu l'as dit. Tu le pensais quand maman a allumé la mèche. Tu y as cru. Tu as cru que je ne valais pas la peine d'être investie. Tu dois l'admettre avant que nous puissions avancer. Il ne dit rien. Je dis « Si tu veux une place dans mon avenir, tu dois la mériter, tout comme je l'ai fait. » Puis je rentrai à l'intérieur et refermai la porte. Grand-père se tenait dans le couloir. Il hocha la tête une fois. « Elle serait fière de ça. »
dit-il, touchant la photo encadrée de grand-mère et les lanards au mur. Je souris. Je sais. Le 15 février, jour du déménagement. Grand-père et moi chargeâmes tout dans son camion, puis nous conduisîmes ensemble à l'aéroport. Avant que je ne passe la sécurité, il me serra dans ses bras. « Tu vas faire de grandes choses, ma petite. »« Merci, grand-père. »« Et Rosella ? » ?»« Oui, ta grand-mère avait raison. Tu as Hélé Lanard en toi. Calme, brillante, faite pour durer. Tu vas faire des choses dont elle n'a fait que rêver, mais elle te regardera. Moi aussi. » Je le serrai de nouveau dans mes bras, plus fort cette fois. Puis je passai la sécurité, sans me retourner. Dans l'avion, j'ouvris mon ordinateur portable, regardai une fois de plus la lettre d'acceptation de Caltech. Bienvenue à la promotion de 2030. 3 semaines plus tard, j'étais assise dans ma chambre d'étudiante à Caltech, chambre 237 de Blacker House. Regardant par la fenêtre les montagnes de San Gabriel, le soleil californien rendant tout doré et possible. Pensant à grand-mère et les lanards, à la lettre, au jardin et au télescope, et à la façon dont elle disait « Tu portes mon nom, tu sais, alors tu dois t'en montrer digne. » Mes parents avaient envoyé quelques messages depuis mon départ, hésitants, apologétiques. « Nous sommes fiers de toi. Tu nous manques. Pouvons-nous venir te voir ?» J'avais répondu brièvement, poliment. « Merci. Grand-père me manque. Peut-être dans quelques mois. » Mais je ne leur avais pas encore pardonné. Peut-être un jour, peut-être pas. Cela dépendait d'eux maintenant. Ils avaient passé 17 ans à investir dans le mauvais enfant, à construire le mauvais avenir, à détruire le bon. Et quand la vérité éclata enfin à une table de Thanksgiving, devant 22 témoins, par téléphone depuis Caltech et d'outre-tombe, ils durent rester assis là et regarder tout ce qu'ils avaient bâti s'effondrer. Je n'avais plus besoin de leur approbation. Je n'avais plus besoin de leur argent. Je n'avais plus besoin qu'ils me voient, car j'avais déjà construit quelque chose qu'ils ne pouvaient pas atteindre. Et grand-mère Hélé Lanard l'avait toujours su. Elle m'avait laissé son nom, sa lettre, son amour, son argent. Elle m'avait laissé la preuve que je n'étais pas invisible. Je n'avais jamais été invisible. Il ne regardait tout simplement pas. Mais j'en avais fini d'attendre qu'il regarde. J'en avais fini d'être pragmatique. J'en avais fini de me faire plus petite pour que quelqu'un d'autre puisse se sentir plus grand. J'étais Rosella Crowder, nommée d'après Hélé Lanard. Calme, brillante, faite pour durer. Et les étoiles, elles ne faisaient que commencer avec moi.